Libérer Jérusalem des Turcs, tel était en 1078 le dessein des chrétiens d'Occident. La vallée du Jourdain fut ainsi durant 2 siècles le théâtre sanglant d'une guerre sainte, les croisades. Au lendemain de la première d'entre elles, Baudouin Ier monte sur le trône de Jérusalem et entreprend une quinzaine d'années plus tard une expédition expansionniste outre-Jourdain. Son ambition, conquérir les terres de l'actuelle Jordanie. Certes, la fascination exercée par la beauté quasi mystique des paysages bibliques ne pouvait que renforcer la foi des conquérants. Cependant, leur intérêt était ailleurs. En soumettant les nombreuses caravanes à leur autorité, le nouveau royaume franc de Jérusalem s'octroyait à leur passage une multitude de richesses. Afin de préserver une telle manne, Baudouin Ier mit au point une stratégie qu'il imprima dans la pierre. C'est ainsi que les croisés entreprirent de construire des châteaux, comme s'ils n'en naissaient sous leurs pas. Sur quel modèle les construisaient-ils? Et comment vivaient-ils à l'intérieur de ces bâtisses aussi frustres qu'austères? Les récentes études et recherches menées par les architectes et les archéologues sur les châteaux de Shobak et de Kérak nous éclairent sur l'une des périodes les plus confuses de l'histoire de la Transjordanie, les croisades. De Moïse aux Byzantins, la Transjordanie et notamment la voie royale fut foulée par de nombreux messagers de Dieu. Mais au VIe siècle, des querelles religieuses déchirent les églises du Proche-Orient. Le temps passe et en 632, une nouvelle religion éclot sous l'impulsion du prophète Mahomet. L'islam, en reconnaissant l'Ancien Testament et en se référant volontiers à Moïse et Jésus de Nazareth, s'impose ainsi comme la 3e confession monothéiste biblique. En 1078, les Turcs s'emparent de Jérusalem et interdisent aux chrétiens d'y prier. Dès lors, les États latins, avec la bénédiction des papes, engagent une guerre de 2 siècles, les croisades. Véritable campagne militaire menée au cri de Dieu le veut, les croisades permettaient de souder la chrétienté dans une quête sacrée. Elles offraient aux seigneurs européens l'occasion de purifier leur âme, l'absolution de tous les péchés étant accordée à ceux qui entreprenaient le voyage. La croisade permettait enfin de restaurer une certaine paix en offrant un exutoire aux pulsions belliqueuses des nobles européens qui pouvaient ainsi assouvir leur soif de conquêtes et de richesses tout en assurant le salut de leur âme. La première croisade, initiée en 1096, prend fin en 1099, lorsque Godefroy de Bouillon et ses troupes s'emparent de la ville sainte. Godefroy de Bouillon meurt et c'est à son frère Baudouin Ier que reviennent les destinées du jeune royaume de Jérusalem. Parmi les premières mesures, la construction de forteresses sur le front sud s'impose.
Le premier château croisé sur la voie royale, Montréal, renommé plus tard Chobac, fut ainsi édifié par Baudouin Ier dès 1115, soit moins de 20 ans après le début des hostilités. Lorsqu'il arriva accompagné de 200 chevaliers et 400 fantassins, le site ne présentait pas le même visage. Déjà occupée dans l'Antiquité, cette place privilégiée offrait une situation exceptionnelle. D'abord, un grand tertre offrait un emplacement idéal pour bâtir un château au contrefort naturellement strié. Ensuite, et d'après l'historien Guillaume de Tyr, le pays regorgeait de grandes cultures, d'arbres fruitiers et de bonnes vignes. La construction d'une telle forteresse s'imposa donc rapidement, et on rapporte même que Baudouin en personne y participa de ses mains pendant 18 jours. Baudouin comprenait bien que sa conquête serait éphémère si elle ne se doublait d'une véritable entreprise de colonisation. On ne pouvait laisser livrer à lui-même un tel poste avancé, perdu dans de vastes solitudes, à la merci des razzias. Des colons devaient s'implanter aux alentours, ne serait-ce que pour pourvoir aux cultures et à la subsistance nécessaire au château, éloignés de toute base de ravitaillement. En échange, la garnison assurait leur protection et en cas de danger, ils venaient se réfugier entre les hautes murailles, constituant une force d'appoint pour la défense. Mais sur quels apports compter pour une telle entreprise ? Pour le savoir, nous retrouvons l'historien médiévaliste Cédric Devey, qui, sous l'égide de l'Institut français du Proche-Orient, a mené une étude complète sur Montréal. Le roi Baudouin Ier va appeler un certain nombre de colons, de toute situation, de toute catégorie, des bourgeois, des vilains, donc des paysans, et des chevaliers. Et à cela va s'ajouter un peuplement très important de chrétiens orientaux, à tel point qu'à la fin du XIIe siècle, on compte à peu près 6000 âmes. Et un siècle plus tard, au XIVe siècle, Ludolphe de Sudheim va en compter, lui, 7000, au pied de la forteresse même, et 40 000 avoisinants. Vraiment, ça dépasse le cadre d'une simple forteresse, ça devient une vraie ville. Baudouin disposait ainsi d'un environnement approprié et surtout d'une main-d'œuvre locale favorable à ses desseins. Édifier ici un tel château de défense ne relève pas simplement d'une volonté de confort. La guerre était de mise. La construction fut donc rapide et grossière. Au-delà de sa première fonction militaire, cette forteresse stratégique permettait aux francs colonisateurs de contrôler les routes et leur commerce et d'y développer le leur. Le système de défense était simple. Une première enceinte percée de meurtrières et renfoncée de tours rondes et rectangulaires. Une seconde enceinte dont on peut encore apercevoir les traces au sol. Et enfin des aménagements de garnison tels que des écuries et des salles de garde. Ce système architectural et défensif a fonctionné durant des années, à tel point que les nombreuses attaques adverses, notamment celles menées par le fameux Saladin, n'aboutiront que 75 ans après son édification. Si le site présente aujourd'hui des vestiges plus tardifs, d'époque ayoubide puis mamelouk, l'architecture franque a également laissé d'imposants témoignages. Le premier à revenir ici, après quelques siècles, le premier occidental à revenir ici, c'est encore Burckhardt, en 1812.
qui va aller passer une journée dans la taverne qui est actuellement la cathédrale. Par la suite, on aura plusieurs grandes expéditions qui vont succéder, qui vont passer plus ou moins de temps sur le site. La première, ce sera celle du duc de Luynes et les deux savants, Mosse et Sauveur, qui vont retrouver toutes les inscriptions qui se trouvent dans le château. Il faudra attendre encore près d'un siècle pour qu'on ait vraiment de grandes recherches dans la Lys avec Langendorf et Zimmermann. Bon, bien entendu, avant, Deschamps, dans les années 30, consacre un chapitre, mais il y passe assez brièvement. Et ensuite, dans les années 80, les travaux de Braun, qui va découvrir quelque chose d'assez particulier, puisqu'il va mettre au jour le palais Ayyubide. Et puis enfin, les travaux de Nicolas Faucher, qui va complètement reprendre le plan du château et en dresser un parfait plan détaillé. Ainsi, le plan réalisé par Faucher rend compte de l'ingéniosité des croisés en matière de construction défensive, et notamment avec le système à triple enceinte. Le plus remarquable est certainement la résistance dont ont fait preuve les Francs. Les récits font mention d'un siège d'environ 18 mois. Comment tenir tout ce temps sans succomber? La réponse, l'eau bien sûr. Donc là, on descend dans le puits par une sorte de passage secret. Et c'est l'une de ces sources qui va permettre aux croisés de tenir si longtemps, puisqu'ils ne vont pas dépendre d'approvisionnement extérieur. Donc là, on a à peu près entre 300 et 400 marches pour réussir à arriver au bout. Et puis après, il fallait les remonter avec ces sources, c'était assez sympathique. Malgré l'eau en abondance et en dépit d'une résistance hors du commun, l'ultime attaque que Saladin mène en 1189 sonne le glas de Montréal. Ses valeureux occupants succombent et l'histoire raconte qu'ils seraient tous morts aveuglés par manque de sel. Le lendemain, nous quittons Montréal pour reprendre la voie royale en direction du nord, destination Quérac. Nous sommes en 1142 lorsque les croisés confrontés à une multitude d'émirats musulmans, le plus souvent en désaccord, renforcent leur occupation territoriale en édifiant de nouvelles forteresses, dont celle de Quérac, l'une des plus imposantes et des mieux conservées de Transjordanie. Édifié en 1142 par Païen le Bouteiller, échanson du royaume de Jérusalem, le château de Quérac présente une histoire riche et représentative de la conception expansionniste des Francs, à la fois sur le plan architectural, militaire et sociétal. Le site qui a connu ses premières heures de gloire sous les Moabites fut une ville très florissante durant l'Antiquité. Très tôt évangélisé, Quérac attira ensuite de nombreux chrétiens, et il est certain que ces derniers ont aidé les croisés dans leur entreprise d'édifier ici un point de contrôle régional. Le site offre également des conditions exceptionnelles. Un vaste plateau à 900 mètres d'altitude entouré de pentes escarpées. Et surtout,
la possibilité d'y développer au pied une ville entourée d'une enceinte de plus de 2 km. La présence de la ville moderne et la destruction de certaines parties de la forteresse ne permettent pas aujourd'hui d'apprécier l'ampleur de l'édifice. Mais imaginez. Un tel chantier de construction suppose de solides motivations. Pour quelles raisons les croisés ont-ils décidé de construire cette nouvelle forteresse ? Les Francs sont implantés dans la région depuis 1115 avec la construction de Chobac, donc Montréal. Et petit à petit, ils vont s'imposer dans toute la région, donc depuis Amman, qui va être ensuite confié aux Templiers, jusqu'à Aqaba, qui leur permettra de contrôler l'ensemble de la route du Hedjaz, en fait, de cette portion, qui donne accès au grand marché de la mer Rouge, de l'Arabie heureuse, et puis aux caravanes qui reviennent de la Mecque. À cela s'ajoute un attrait quand même très très fort également, c'est celui d'une terre particulièrement riche. On va avoir de grands champs, comme on a pu le voir en fait en traversant autour de Kerak et autour de Chobac. Donc c'est pas du tout une terre désertique. Au contraire, c'est une terre qui va fournir des revenus agricoles en plus des revenus des caravanes. À cela s'ajoute une dernière raison, la proximité de Kerak avec Jérusalem. Donc que ce soit par le moyen de tours à feu, les garnisons de Jérusalem et de l'intérieur du pays seront beaucoup plus vite prévenues en cas d'attaque de la part qui des Fatimides ou qui des Ayyubides. Cette position stratégique sur la route du Hedjaz et sa proximité de Jérusalem firent de Kerak une forteresse essentielle pour les Francs. Elle devait répondre par ailleurs à d'autres obligations. Lesquelles ? Une fonction de contrôle militaire, bien sûr, des caravanes, des routes marchandes. Une fonction, au moins à partir des années 1170, de couper l'Égypte de la Syrie, donc des deux grands pouvoirs musulmans de l'époque. Et puis, il y a également une fonction de colonisation, qu'on a très bien vu par exemple à Chobac, à Montréal, où la construction d'une forteresse, ex nihilo, va entraîner la colonisation par des Occidentaux, mais aussi par des chrétiens orientaux. Et donc on se retrouvera à la fin du XIIe siècle avec une population au moins de 6000 personnes dans 3 faubourgs en contrebas de la forteresse. En dépit de ce nouveau poste frontière, Saladin réussit à sceller une alliance entre l'Égypte et la Syrie. La guerre éclate et Renaud de Châtillon est fait prisonnier. À sa sortie, au bout de 16 ans, ce dernier épouse Étiennette de Milly, une de ces nobles croisées autant de fois veuve que mariée, mais surtout héritière de la seigneurie de Transjordanie. C'est ainsi que Renaud de Châtillon devient le maître de Kerak en 1177 et décide quelques années plus tard de mener une guerre acharnée et sans merci contre Saladin, qui, exaspéré, assiège la forteresse en 1183. C'est à ce moment précis que s'écrit l'une des plus célèbres pages d'histoire de ce lieu, l'une des plus romancées aussi. Tandis que Saladin se préparait à attaquer, Renaud de Châtillon et les siens célébraient joyeusement les épousailles du premier fils d'Étiennette. En noble chevalier et par respect du sacrement nuptial, Saladin aurait épargné la tour où se tenaient les jeunes mariés. En échange, Étiennette aurait fait porter à ses troupes une partie du festin. La trêve passée, les musulmans lancent l'assaut. Alertés par les tours à feu, les troupes du roi de Jérusalem arrivent en renfort et forcent Saladin à se replier sur Damas. Ce dernier revient à la charge un an plus tard, mais il se heurte une fois de plus aux troupes de Jérusalem. L'affaire se règle définitivement en 1187 à Hattin, près du lac de Tibériade, où Saladin, vainqueur, ordonne la décapitation de Renaud de Châtillon. La forteresse de Kerak, tant convoitée, est enfin sienne.
La longue résistance de Kérak aux appétits de Saladin laisse imaginer que la forteresse fut bâtie avec un grand soin. Il n'en est rien. L'analyse des vestiges révèle au contraire une construction rapide et de facture très grossière. On remarque en effet ici ou là des réemplois de blocs nabatéens, romains ou byzantins. On distingue également deux qualités de pierres. Des pierres de silex, très peu dégrossies, et des pierres taillées en calcaire. Cet état de fait est lié tout d'abord au peu de temps que les croisés avaient à consacrer aux édifices défensifs. Ensuite, il est probable que les Francs, qui souffraient d'un manque d'effectifs, n'aient pas trouvé sur place une main-d'œuvre suffisamment qualifiée. Cette architecture rudimentaire, peu ouverte sur l'extérieur, sombre à l'intérieur, laisse à penser que le mode de vie n'était pas très réjouissant. Quel était notamment le niveau de confort et d'hygiène? Les bains, en fait, sont assez répandus en Orient. Enfin, c'est quelque chose d'assez commun. Et puis, dans les chansons de gestes, on voit très souvent apparaître ou mentionner des grands baquets où on prenait son bain en commun ou des choses comme ça, et ça très très tôt. Le Moyen-Âge, a priori, n'est pas une période sale, contrairement aux périodes suivantes. C'est en sous-sol, dans des galeries interminables, que les cantines et les cuisines prenaient place. Nourrir des centaines de chevaliers et de fantassins nécessitait certainement de grandes installations. Là où nous sommes, c'est une des cuisines qu'on a trouvées dans la forteresse de Kérak. On voit bien l'endroit où préparer la cuisine, un puits qui était tout près, pressoir de raisin, boulangerie. Et apparemment, il y avait même plusieurs dans la forteresse. Et dans une taille assez importante, c'est-à-dire les consommations étaient importantes. Il faut également prendre en compte la richesse et la variété des aliments offerts par les cultures environnantes. La chasse leur assurait aussi une abondance en gibier. Mangeaient-ils beaucoup pour rompre la monotonie de leur quotidien ou pour fêter leur victoire? Le départ d'Europe, c'était pour deux choses. Soit mourir, gagner le paradis, soit gagner la guerre et les trésors de l'Orient. Alors, quand ils étaient bien installés ici, il fallait profiter de leur victoire. Surtout quand on sait que la situation économique en Europe, avant de leur départ, c'était difficile. C'était une des raisons qui a poussé ce mouvement, ce qu'on appelle les croisades. Et l'Orient était dans une situation économique beaucoup plus aisée. Et alors, c'était un endroit riche. Et alors, il fallait profiter de toutes les nourritures possibles qu'ils pouvaient manger ou goûter. Contrairement aux idées reçues, les croisés avaient donc aménagé ces espaces de telle sorte que leur quotidien soit plus agréable. Pour occuper leur temps libre, ils chassaient ou bien encore jouaient. Les échecs étaient leur distraction favorite, et on peut imaginer que les tactiques de jeu en perpétuelle évolution guidaient les stratégies militaires sur le champ de bataille. Avec la mort de Saladin en 1193, la confrontation entre Orient et Occident semble tourner à l'avantage des croisés. Mais en 1250, les Mamelouks remportent la victoire finale à la bataille de Mansoura, en capturant Louis IX qui capitule définitivement. Ainsi prennent fin 2 siècles de guerre sainte, durant lesquels France et autres États latins se sont rués notamment en Transjordanie, sans pour autant asseoir leur autorité politique et religieuse. Cependant, cette épopée a scellé les premiers principes d'une longue cohabitation entre populations arabes locales et chrétiens occidentaux.
La Transjordanie, encore une fois, s'impose comme un carrefour des peuples et des croyances.